Good morning, everyone. Bonjour à tous, bienvenue au 5e panel du symposium sur les coopératives financières. Donc, c'est un panel sur les coopératives financières et le financement agricole, un élément crucial du symposium. Bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Carlos Senior Cuevas. consultant at the World Bank. Je suis haut conseiller de la Banque mondiale. Mon rôle principal aujourd'hui est de présenter le modérateur dans quelques instants. Et puis, nous entrerons dans le cœur de la discussion. Je voudrais d'abord couvrir les questions de logistique. Si vous n'entendez pas bien l'événement, allez dans les réglages audio et choisissez la langue de votre préférence. Et il y a des services d'interprétation en anglais, français, espagnol. Donc, choisissez la langue que vous préférez à l'aide de l'icône interprétation en bas de votre écran. Si vous n'avez pas besoin d'interprétation parce que vous comprenez tous les intervenants, il suffit alors de choisir le réglage off pour ne pas avoir d'interprétation. Pour poser une question aux panélistes, sélectionnez l'icône Q et A, donc question-réponse, en bas de votre écran. Si vous avez des commentaires à faire, utilisez le chat au milieu de l'écran en bas. Les participants doivent éteindre leur micro et leur caméra pendant toute la durée de l'événement. Une fois que l'événement prend fin, il suffit de sélectionner le bouton « Quitter »,« Leave » pour sortir. Il nous reste une séance demain. Cette séance est enregistrée. Les enregistrements seront mis à votre disposition sur le site Internet du symposium, donc à cfi-internationalsymposium.org. Donc, je vous laisse entre les mains de David Gerbrands. J'espère que j'ai prononcé son nom correctement. Chers collègues et amis, qui va modérer la séance. Merci beaucoup. David, à vous. Merci, Carlos. Bienvenue. Une chaleureuse bienvenue des Pays-Bas. Comme vous pouvez le constater, je suis chez moi. C'est normal ces jours-ci. Sinon, on serait allé à Washington pour ce genre de séminaire. Mais c'est bien aussi d'avoir ce grand auditoire pour parler des coopératives financières et ce que nous, Rabobank, percevons comme un élément fondamental, le financement agricole. Aujourd'hui, on va parler un peu des enjeux et des opportunités en termes de coopératives financières dans ce domaine. Et je suis très content de présenter certains panélistes extrêmement compétents dans ce domaine. Mais tout d'abord, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte et vous expliquer comment Rabobank est lié à ce sujet. Si on pouvait passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez, Rabobank, de par sa nature, est une banque coopérative. Au fil du temps, on a changé considérablement notre modèle de gouvernance pour le baser davantage sur les réglementations européennes. On a dû revenir à une organisation de niveau 1, mais l'ADN reste coopératif de par sa nature. Et le but, c'est d'avoir un meilleur monde, construire un meilleur monde ensemble. Mais ce qui compte, c'est un meilleur monde pour le but de l'organisation, pour travailler ensemble, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On ne peut pas changer le monde tout seul. Donc, d'une part, c'est une grande mission et d'autre part, on est suffisamment humble pour dire qu'on a besoin de tous pour y arriver.
Donc, Rabo Partnership, c'est une entité distincte au sein de Rabobank qui s'intéresse aux impacts et au rendement. On fait beaucoup de travail de conseil, on investit beaucoup dans les économies émergentes et avec les coopératives financières parce qu'on pense qu'elles peuvent faire la différence. Et on est soutenu gracieusement par l'État néerlandais pour ce faire. Diapositive suivante pour voir la toile de fond de notre mission d'aujourd'hui. Ici, je ne vais pas faire de cours magistral, mais je vais vous montrer une série de chiffres très intéressants qui vous montrent les lacunes en termes de financement agricole dans le monde entier. Les pastilles bleues, c'est le pourcentage de crédit pour l'agriculture en pourcentage du PIB. En noir, c'est la valeur ajoutée en pourcentage du PIB. Et en jaune, c'est le nombre de personnes employées en agriculture en pourcentage de l'emploi total. Si vous regardez les économies très matures, par exemple les économies nord-américaines, vous pourriez voir que les crédits à l'agriculture sont à peu près équivalents à la contribution au PIB et à l'emploi dans le secteur agricole. Donc, il faut équilibrer cela. Si vous regardez l'Afrique, qui est toujours l'exemple pour montrer l'autre côté de l'équation, l'agriculture est bien plus bien inférieure. En fait, le crédit dans l'agriculture est nettement inférieur au PIB. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des économies émergentes, alors qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire dans nos économies comme celle des Pays-Bas, par exemple. Donc, Rabobank, en tant qu'organisation, a un siècle d'activité bancaire aux Pays-Bas, de financement de l'agriculture et de la nourriture sur une base de coopération, de coopérative, pardon. Mais les nouveaux enjeux ne sont pas tant l'accès au financement, mais plutôt la viabilité et la durabilité. Donc, les lacunes en matière de financement qu'on trouve dans d'autres pays, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et l'idée, c'est de savoir comment les coopératives financières peuvent contribuer à combler ces lacunes-là. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qui retient ces coopératives financières? Parce qu'évidemment, elles sont dans les zones rurales. C'est une question de portée et de compétences qu'on a identifiées dans nos notes explicatives. Dans certains segments, il y a des dilemmes. Il faut choisir entre être social ou alimenter la croissance économique sur la base des principes d'entreprise qui parfois engendrent des systèmes très fermés qui s'intéressent sur les parties inférieures les plus basses du marché et les empêchent d'ajouter des concepts de financement de la chaîne de valeur au marché. Et ça, c'est un élément fondamental. Si on ne peut pas financer l'agriculture et qu'on se concentre surtout sur les sites de production principaux et on oublie les petits exploitants agricoles, il peut être difficile de soutenir les risques et d'avoir une bonne activité bancaire. Donc, la portée, c'est important. Par ailleurs, il y a les compétences. En termes de volume, l'accès au financement, par exemple, et les compétences en termes de capacité de croissance et de technologie qui peuvent être déployées à travers les banques. Donc, la portée des compétences sont les sujets de départ pour cette discussion au niveau du secteur agricole. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comment faire fonctionner ce système? Aujourd'hui, on va parler de certains exemples d'Amérique latine, Asie du Sud-Est et d'Afrique. La numérisation est un élément qui est à l'esprit, qui est dans toutes les têtes.
On a organisé beaucoup de séminaires partout dans le monde et on demande aux gens en tant que banque ou en tant que coopérative, qu'est-ce qui vous tracasse? Et vous pouvez toujours attendre la réponse numérisation. C'est la solution de résoudre les problèmes d'efficacité, d'économie, d'évaluation des risques basés sur les données de proximité. Et Rabobank n'est pas différent. Donc, on investit fortement en termes d'innovation dans cet espace. On s'intéresse aux plus grands producteurs, les plus grands agriculteurs en Amérique du Nord, au Brésil, en Australie, ainsi que les plus petits exploitants agricoles du Kenya, du Nigeria ou d'autres pays. On s'intéresse aussi à la numérisation du point de vue de la chaîne de valeur et des écosystèmes pour que ces produits soient un nouvel outil pour négocier des matières premières de par le monde. J'ai quelques exemples qui ne sont pas complets. Au niveau de Rabobank, on est un peu à la même place que d'autres institutions. Parfois, les chiffres diffèrent un peu, mais la philosophie et les stratégies se chevauchent souvent. Je pense qu'il est juste de dire que qui y arrive, qui organise ça comme il faut au sein de son organisation ou à travers des partenariats intelligents pourrait véritablement être la prochaine génération de coopératives, d'institutions financières couronnées de succès. Ensuite, durabilité environnementale pour atteindre de nouveaux segments, pour jouer des rôles de développement d'APEX et fournir des capacités de changement à plus de gens. Donc, comme je le disais, la durabilité environnementale comme deuxième pilier, surtout Rabobank, qui est une grande banque de l'agroalimentaire. Donc, un acteur important dans ce domaine. Donc, les gens nous poussent, qu'est-ce que vous faites en termes de politique environnementale? Comment ça marche aux Pays-Bas? On est fiers de nos méthodes de production aux Pays-Bas parce qu'on pense que c'est très efficace en termes d'émissions de CO2, mais en même temps, on sait qu'on a besoin d'une transformation au niveau de toutes les émissions et on a donc un rôle à jouer très important à ce niveau-là. Et puis ensuite, troisième pilier, le soutien des parties prenantes et leur collaboration. Aucune stratégie agricole adéquate ne peut être menée à bien sans la gestion des parties prenantes ou sans leur alignement et sans l'implication du secteur public. Donc, voici un peu la toile de fond, beaucoup de sujets dont on peut discuter. Donc, je me ferai un plaisir de passer à la diapositive suivante. Je suis très content de vous présenter les principaux panélistes. Je dois d'abord demander d'excuser Monsieur Chintala. Il a envoyé ses excuses. Il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il n'a donc pas pu à cause d'une réunion importante au sein de la Banque nationale pour l'agriculture et le développement rural de l'Inde. Donc, on a reçu ce message que cet après-midi chez nous et on n'a pas pu donc remplacer M. Chintala, mais j'ai l'occasion de demander à M. Carlos Cuevas ses vues là-dessus et puis la perspective du secteur public là-dessus. Sans plus attendre, je vais vous présenter les panélistes. On est très contents et c'est un grand honneur pour nous de les avoir. D'abord, on a Gerardo Almaguer. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Il est le président directeur général du développement international de Desjardins. Depuis début janvier 2019, ça fait 2 ans qu'il occupe ce poste. C'est un bon moment de commencer avec la pandémie comme le premier travail de gestion. Il est ingénieur de formation, longue carrière d'homme d'affaires. Il a beaucoup travaillé en Colombie, au Panama et autres sites. Donc, on parle avec quelqu'un qui est extrêmement expérimenté, qui a des perspectives de PDG et de travail de terrain. Il a
de grandes connaissances des coopératives financières. C'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Je vais vous présenter notre autre panéliste avant de me plonger dans les questions. C'est Monsieur Daniel Ouba. Je le connais bien. On a travaillé beaucoup ensemble. C'est l'un de nos principaux homologues. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Daniel. C'est le vice-président du développement des entreprises pour l'Afrique. Il a une longue carrière dans le secteur et du côté plus pratique de l'agriculture, si je ne me trompe, Daniel, et puis aussi le secteur des télécommunications. Je sais que Daniel a une vision très intéressante de l'agriculture et de la numérisation comme cocktail d'avenir. Et c'est un grand plaisir de lui souhaiter la bienvenue parmi nous dans ce panel. Bonjour Daniel, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés comme suit. On a quelques sujets, le pourquoi, le comment. On va se concentrer sur la numérisation, sur la façon dont on fait fonctionner les choses. Étant donné que nous n'avons que deux panélistes aujourd'hui, on n'arrivera pas aux 90 minutes peut-être, mais ça donnera plus de temps pour répondre aux questions de l'auditoire. Ma collègue va passer en revue les questions, soit vous donnera une réponse très intelligente, soit l'orientera vers un orateur qui y répondra. Sans plus attendre, on va se concentrer sur le pourquoi et le comment. Gerardo, première question. Veuillez élaborer sur l'idée. On a décidé de ne pas avoir de grandes explications de nos organisations. Voulez-vous expliquer les investissements, l'assistance technique et lier cela à la question qui nous intéresse, pourquoi les coopératives financières sont si importantes au niveau du financement agricole, mais en même temps, pourquoi c'est encore difficile pour elles de fournir et de couvrir les populations visées. Bonjour, merci beaucoup David. Je vous remercie pour votre invitation à participer au panel. Je suis le président directeur général du développement international de Desjardins, qui est le plus grand groupe d'Amérique du Nord. Il a été créé par Desjardins il y a 50 ans pour intervenir dans les pays en voie de développement et partager l'expérience du groupe, les concepts de coopératives et au Québec, le plus grand secteur agroalimentaire. En termes d'enjeux et de défis des coopératives, j'aimerais commencer par vous dire que notre expérience nous montre, avec le mouvement des coopératives et le secteur agroalimentaire, c'est qu'il y avait un élément fondamental, à savoir, on ne pouvait pas seulement nous concentrer sur le travail avec les coopératives financières. Il fallait qu'on s'assure que tous les acteurs différents de l'écosystème soient accompagnés pour avoir une adéquation entre l'évolution du système financier des coopératives financières et l'évolution de l'écosystème. Donc, dans ce sens, il y a quelques années, on a commencé à travailler avec les coopératives pour renforcer leurs processus, procédures, produits, concentration, pour pouvoir s'améliorer et fournir plus de services aux petits exploitants agricoles, tout en nous assurant qu'il y ait des acteurs qui puissent accompagner les différents éléments de l'écosystème. Ceci est très important parce que sans cela, on ne pouvait pas avancer et nous assurer de reboucher cette brèche, si vous voulez, face aux défis auxquels est confronté le secteur agroalimentaire. Donc, ça ne suffit pas de travailler seulement au développement des capacités des coopératives, parce que ces dernières ou le système financier ne sont qu'un moyen, un élément de plus nécessaire, mais pas suffisant au sein du système agroalimentaire, du secteur, pardon. Du point de vue des coopératives, il y a différents éléments qu'il faut signaler. Et dans différents pays, comme on a travaillé dans différents pays, différents niveaux de maturité des secteurs qui représentent certains défis communs. Le premier d'entre eux,
Et David, tu en donnais des éléments dans ton introduction. Il faut faire en sorte d'avoir une méthodologie et une concentration spécialisée, adaptée aux besoins du secteur agroalimentaire, qu'on ne peut pas continuer à nous occuper de ce secteur avec des caractéristiques si particulières, avec des méthodes ou des points focaux standards. Une connaissance profonde de la dynamique du secteur agroalimentaire est fondamentale pour pouvoir réellement élaborer ou développer des réponses qui puissent véritablement répondre aux nécessités particulières du secteur. Autre élément fondamental, d'après nous, c'est que la coopérative financière doit se considérer comme étant un élément intégré de la chaîne de valeur en plus et pas comme un élément extérieur. Et ça, c'est fondamental parce que ça implique que cette coopérative doit être plus proactive, en contact permanent avec tous les agents de la chaîne de valeur. Elle doit savoir ce qui se passe au niveau de chacun de ces agents de cette chaîne de valeur pour pouvoir à nouveau apporter des réponses. On ne peut pas, comme institution financière, jouer des rôles passifs en espérant que tout s'organise tout seul de l'extérieur et on intervient seulement quand il y a un besoin d'accès au capital. On est des acteurs nécessaires. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, cet acteur dans la chaîne de valeur. Donc, on doit faire en sorte d'être beaucoup plus en contact. Et en se disant, je parle de tous les acteurs d'un écosystème, depuis les centres de recherche. Qu'est-ce qui se passe dans ces centres de recherche? Quelles sont les nouvelles tendances qui se développent? Quelle est la dynamique des fournisseurs de matières premières, des associations de producteurs, les défis d'infrastructure, les défis auxquels est confronté le petit exploitant agricole, pardon. On doit profiter au maximum la force du modèle de la coopérative, la force de la proximité que nous donne le fait d'être présent dans ces zones rurales, parce que dans beaucoup des cas, les coopératives sont les seules institutions financières dans ces régions. Comment profiter davantage de cette force? Eh bien, en nous considérant comme un acteur de plus, en cherchant à ajouter et pas seulement à jouer un rôle d'acteur, de spectateur, si vous voulez, passif. Donc, les coopératives financières doivent comprendre qu'elles doivent avoir un rôle beaucoup plus actif et apprendre à écouter ce dont a besoin le secteur réellement et pour nous donner des réponses adaptées et ne pas réfléchir depuis notre bureau quelles sont les solutions que le secteur agroalimentaire a besoin d'avoir. Mais il faut plutôt qu'on soit en communication et en contact permanent, y compris avec le petit producteur. Desjardins, comme je le disais, est le principal organisme de financement du secteur agroalimentaire et son implication au sein de tout l'écosystème est fondamentale. Desjardins est en contact permanent avec tous les acteurs, ce qui nous permet de pouvoir évoluer avec le secteur. Et pour en revenir à mon premier point, on doit faire en sorte que ce niveau d'évolution de tout l'écosystème soit uniforme. On ne doit pas laisser les coopératives aller très vite et l'écosystème à un niveau à la traîne. Merci beaucoup, Gerardo. Bien compris. Les coopératives comme une araignée dans la toile, n'est-ce pas? Ça soulève la question suivante. Quelle est la viabilité financière? Elles doivent faire tellement de travail pour leurs adhérents et leurs membres et mettre en contact tous les acteurs de la chaîne de valeur. Je suis totalement d'accord avec votre perspective, mais ça soulève ce genre de questions aussi. J'ai été saisie par le fait que vous approchez cela à partir d'un point de vue d'écosystème comme étant un pont. On n'invite pas ces groupes à parler de financement de l'agroalimentaire. Mastercard, en général, c'est surtout les spécialistes de finances de ce monde, mais on sait que vous êtes très concentré sur la prestation de services dans le secteur agricole.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi vous pensez qu'il est important d'aller dans cette direction des coopératives financières et ajouter directement la perspective de l'institution financière internationale, comme le disait Gerardo. Merci beaucoup, David. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Je m'appelle Daniel Ouba. Je suis responsable des travaux de développement en Afrique de l'Est et australe pour une division qui s'appelle Croissance stratégique pour Mastercard. Mastercard, c'est une société de technologie de paiement et plus on se concentre sur les flux de numérisation des paiements sur l'ensemble des institutions financières mondiales, on comprend qu'une majorité des transactions restent de type en liquide. Et ça, il faut résoudre ce problème. Ceci est étroitement lié à notre mission. En tant que société, on veut continuer à bien faire en faisant du bien. Mastercard s'est engagé à ajouter 1 milliard de personnes et 50 millions de micro-entreprises à l'économie numérique à l'horizon 2025. On veut aussi ajouter 25 millions de femmes entrepreneurs pour arriver à ce milliard de personnes qui aujourd'hui ne sont qu'un pourcentage des populations financièrement et numériquement exclues. La numérisation à Mastercard dans l'espace des paiements peut être optimisée du point de vue de l'expérience pour ajouter davantage de personnes, davantage de communautés dans l'espace inclusif, pas seulement l'inclusion financière, mais aussi l'inclusion numérique. L'une des choses qu'on a apprises comme leçon cruciale quand on regarde les milliards de gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à des services ou aujourd'hui n'ont pas accès aux services financiers en particulier, c'est le fait qu'une majorité de ces populations sont dans des domaines exclusivement ruraux. Et on prend les continents africains et asiatiques comme exemple, on a 1 milliard qui sont vraiment à la base du périmètre et aujourd'hui, ils n'ont pas les services adéquats parce qu'ils ne sont pas visibles de l'écosystème. Donc, pour ce point focal en particulier, une majorité de ces personnes sont tributaires de l'agriculture, non seulement pour leur subsistance, mais aussi en tant que source de revenus. Donc, dans l'espace agricole d'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs invisibles, non numérisés, et donc nous pensons formellement à Mastercard que la technologie peut véritablement amener la visibilité aux opérations qui se produisent dans la majorité des communautés rurales où beaucoup de ces exploitants agricoles vivent aujourd'hui. La leçon qu'on a apprise, qui est très cruciale, c'est tendre la main à ces exploitants agricoles est difficile. C'est la raison pour laquelle le mouvement institutionnel en tant qu'acteur dans cet espace est crucial. Comment pouvons-nous optimiser le mouvement de coopératives financières à la fois au niveau de la production où les agriculteurs s'organisent pour mieux produire et accéder au marché, mais remonter la chaîne de valeur pour parler des organisations membres qui sont des coopératives qui agissent dans l'espace financier en tant que coopératives financières de crédit au niveau de la nature de la visibilité, de l'inclusion et la possibilité d'attirer les injections de capitaux à l'échelle nécessaire. Donc voilà l'essence de ce que nous voulons à Mastercard. Nous voulons fournir une technologie qui peut ensuite ouvrir la porte et montrer l'exemple sur le dernier kilomètre et la numérisation pour pouvoir aider ces personnes à être identifiées, à les mettre en rapport avec les marchés, à leur fournir un outil et une mesure en vertu de laquelle les transactions individuelles peuvent être capturées numériquement et ensuite que ce soit viable pour les établissements financiers pour baisser les coûts visant à l'atteinte, à la couverture de ces personnes exclues. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Le fait que ces mouvements de coopératives
bénéficient véritablement des relations nécessaires et couvrent le dernier kilomètre, on peut véritablement les optimiser en tant qu'acteurs de cet écosystème. Merci, Daniel. Alors, bienvenue au club qui se concentre sur le financement du point de vue de Mastercard. Je suis d'accord avec vous que l'exploitation de la technologie est cruciale, aussi tendre la main aux membres. Et vous avez un peu inversé en tant que grande fintech, vous exploitez au niveau organisationnel que les coopératives vous amènent pour pouvoir contacter ces exploitants. Je pense que c'est une perspective importante, intéressante. Cela soulève quelques questions. Premièrement, nous avons vu de notre travail consultatif qu'il est bien plus facile d'organiser des transactions dans les zones rurales que d'organiser les prêts dans les zones rurales. C'est vraiment où les détails entrent en jeu, le côté consultatif et les liens avec les que Ricardo a décrit, que ce soit des intrants ou l'accès au marché, le rôle joué par les deux. Ensuite, avec la technologie qui entre en jeu et avec la facilité d'accès des transactions et les prêts deviennent plus faciles, surtout dans un pays comme le Kenya où Mshwari est réussi pour tout le monde. Cela soulève aussi des questions pour ce qui concerne le côté public des choses, le côté réglementaire des CFI et comment cela devrait être protégé pour vraiment optimiser le travail au niveau de ces institutions. J'aimerais, Carlos, vous demander de partager vos réflexions à ce sujet. Merci, David. Je prenais des notes pour parler du côté réglementaire que vous vouliez que je couvre. Cela est relié à ce à quoi vous vous référez parce que cela a trait à la différence entre les exploitants à grande échelle, à échelle moyenne et à petite échelle. Les petits exploitants, il y a une grande diversité pour ce qui concerne l'accès à une partie de l'infrastructure qui est associée avec la technologie et la capacité de l'utiliser. C'est un commentaire que je pourrais faire à cet égard. Je voulais aussi soulever, puisque vous vouliez que je parle de questions réglementaires, en fait, c'est un sujet préféré pour moi, la question de la propriété en tant que garantie. C'est de cela que je voulais parler, parce que c'est relié au type de contacts dans lesquels les exploitants agricoles peuvent s'engager. Cela explique en partie la différence que vous avez montrée sur votre carte, votre diapo, entre le crédit agricole comparé à l'apport au PIB. Une partie de cette différence, de cet écart, à mon avis, et l'avis de plusieurs, c'est le fait que davantage de propriété n'est pas en fait, une garantie valable dans beaucoup de pays. Il y a tout genre d'exigences qui donc font en sorte que les exploitants ne puissent pas accéder au crédit. Et cela, pour moi, du côté réglementaire, c'est un facteur critique. Et il y a tout genre d'études qui ont été réalisées à ce sujet, mais il s'agit de définir quel est l'intérêt valable. C'est un article. L'enregistrement, en fait, que vous pouvez enregistrer une revendication dans un registre accessible et public et applicable, et donc définir cet intérêt. Nous avions auparavant l'exemple de la différence entre la valeur d'une vache à Nebraska aux États-Unis comparée à la valeur d'une vache au Paraguay ou à Kisumu au Kenya. Il y a une valeur de marché, bien sûr,
pour les vaches, mais celle qui est à Nebraska peut être utilisée comme garantie parce que l'environnement juridique le permet. Et ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde. Par le passé, je travaillais dans l'assistance technique au Chili pendant 30 années professionnelles. On marquait, on étiquetait la vache. C'était une garantie. Si cette vache n'était pas là, vous ne pouviez pas faire valoir votre contrat de prêt parce que votre vache est tombée de la falaise. Ça faisait partie de l'environnement réglementaire qui domine cette transaction. C'est une réforme majeure que l'on aimerait voir promulguée dans de nombreux pays. Il y a l'autre exemple des récépissés d'entrepôt, ce système qui exige un cadre qui définit ce qu'est un entrepôt valable, ce qui peut obtenir une licence d'entrepôt, mais ensuite, la loi bancaire doit permettre une classification de prêt qui rend un récépissé d'entrepôt valable. Sinon, c'est juste un entrepôt. Ça n'ajoute pas au financement agricole. C'est ce que je voulais indiquer. En plus de ce que nous savons tous sur les questions générales, sur l'accès au financement formel pour les gens dans les zones rurales, les preuves de résidence d'un exploitant agricole en Éthiopie. Qu'est-ce que c'est que ces preuves? Il n'y a pas de carte d'identité, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on peut généraliser pour tout genre de transactions financières, mais surtout pour le crédit agricole. Je veux juste remonter à la propriété meuble qui fait une grande différence, même dans un pays, pour ce qui concerne l'existence de registres et pour ce qui concerne l'application. Les cours sont bloqués par des affaires où vous ne pouvez pas faire valoir le contrat. Alors, les règles ont été adaptées pour faciliter la gestion de ce type de contrat. Je sais que Gerardo va parler davantage des chaînes de valeur, mais c'est aussi un peu une liste de contrôle sur quel type de codes commerciaux pour les contrats sont importants à avoir en place pour que les CFI puissent faire partie de la toile, si vous voulez. Merci. Merci, Carlos. Cela me fait penser à plusieurs questions que je vais passer à Gerardo, si ça vous va. Gerardo, nous venons tous les deux d'institutions qui croient fortement à ce que peuvent produire ou générer les coopératives en termes de valeur. Et Carlos vient de parler de la garantie morale plutôt que du travail bancaire formel, qui est un peu plus facile. Mais en fait, connaître votre membre, la proximité à votre membre, pouvez-vous donner des exemples au sein du travail de DID quant à comment vous pouvez traduire cela? Et je vais utiliser une question du public ici pour affiner cela. Comment pouvez-vous traduire cela à l'atténuation du risque de crédit et organiser ces petits prêts au secteur et à un niveau de risque acceptable, bien sûr, parce que nous ne parlons pas de l'impact social uniquement. Pouvez-vous donner des exemples peut-être ou expliquer un peu mieux comment cette garantie morale pourrait être dans ce registre auquel Carlos est aussi référé? Question difficile, je sais. Non, merci, Daniel. En fait, c'est une question très intéressante qui nous mène justement à comprendre que un élément fondamental que tous les acteurs d'un système agricole doivent rechercher, c'est comment atténuer les risques. Et dans certains secteurs, dans certains pays, il y a eu une approche erronée de transférer le risque. Qui est prêt à accepter ce risque?
nous le recherchons parce que nous pensons que le risque est élevé. Plutôt que de se focaliser sur comment tous les acteurs, pas simplement le côté financier, comment cherchons-nous à atténuer les risques, que ce soit des entités publiques ou privées. Il n'y a pas de garantie meuble ou immeuble qui va compenser la non-productivité d'un champ agricole. Il n'y a aucune garantie meuble ou immeuble qui va compenser le manque d'accès à un marché. Donc, il faut qu'on soit sûr que tous les acteurs comprennent bien les risques qui existent dans le secteur et comment nous pouvons les atténuer. Une institution financière, une coopérative fait partie de la chaîne de valeur et doit rechercher comment, par le biais, et c'est ce que nous avons remarqué, comment structurer l'écosystème, en fait, et de sorte à atténuer les risques. Nous parlons de garantie parce que nous voulons prendre une approche externe. Nous parlons de récolte. Mais en fait, c'est la dernière partie. C'est le cas où le reste ne donne pas de bons résultats. Mais il faut s'attaquer au fond, à la base, à la partie fondamentale, s'assurer que le producteur a les intrants et les outils nécessaires et la technique pour avoir une bonne production et que cette production ait un marché où elle pourra être commercialisée à des prix justes, qui va générer les flux nécessaires non seulement pour rembourser le crédit, pas simplement du point de vue de la coopérative, les flux nécessaires pour l'économie de la famille et pour rembourser ses obligations, entre autres, ses obligations financières. Nous avons travaillé dans les dernières années dans certains pays et je veux prendre comme exemple, nous avons fait réaliser un programme de recherche avec l'Université Laval à Québec, au Burkina Faso, où nous nous sommes attaqués aux petits prêts pour les producteurs agricoles de la chaîne de valeur du maïs dans le sud du Burkina. On a restructuré toute la chaîne de valeur des intrants qui ont été développés par un centre de recherche qui permettait d'augmenter la productivité de la terre pour qu'il soit plus résilient aux effets de l'excès ou le manque d'eau jusqu'aux fournisseurs d'intrants, le centre de recherche, le rôle de la coopérative pour assurer que le fournisseur d'intrants qui avait approuvé le crédit du petit exploitant et qui pouvait lui donner les intrants à la date nécessaire parce que là, ce jour-là, le technicien allait venir pour accompagner le producteur agricole à bien utiliser les intrants qu'il avait utilisés. Et ensuite, il y avait une commercialisation par le biais d'une association et cela était tout un flux où il n'y avait pas vraiment un flux en effectif. C'était des opérations gérées par la coopérative, des ordres du fournisseur d'intrants à l'agriculteur, à la partie commercialisation. Nous parlons de 240 $ canadiens. Nous avons fait des campagnes dans 3 saisons. Il n'y avait aucune garantie, il n'y avait aucune garantie. L'innovation agricole a très bien marché. Il y a eu des excès d'eau, mais la productivité a augmenté. Cela a permis à tous les agriculteurs et les agriculteuses, et l'impact sur les femmes a été bien plus important, à vraiment rembourser 100% des crédits. Alors, nous ne nous sommes pas focalisés sur la garantie, mais comment s'assurer que toute la chaîne de valeur soit solide, qu'elle soit coordonnée. Ça semble simple à dire, mais c'est compliqué à faire. C'est être sûr que les temps soient respectés. Et le défi est là. Et puis, qui est l'articulateur dans la chaîne de valeur qui va assurer cette coordination? Ces éléments que la chaîne de valeur, ça va être celui qui fait la commercialisation, l'institution financière. Il faut qu'il y ait le développement à tous ces niveaux. Un élément fondamental dans l'atténuation des risques, c'est une connaissance profonde du secteur. Au Mali, en Colombie, nous avons bien recherché le secteur pour connaître en détail les coûts de production pour chaque entité agricole dans chaque région du pays. Cette information, aujourd'hui, en Colombie, est publique. Elle appartient au gouvernement colombien et cela lui permet de savoir combien ça coûte de produire un champ de café ou de pommes de terre dans le nord, dans le sud,
pour savoir quels sont les besoins réels de financement. Et c'est important aussi pour l'institution financière, pour la coopérative, pour ne plus avoir à spéculer si le client a besoin de 10 000 ou 15 000. Si, donc, selon, pas simplement la croyance, avoir une information solide qui vient pas simplement de l'agriculteur, mais de tous les acteurs. Cela nous permet de donner des prêts qui sont mieux adaptés aux besoins. Et c'est le premier élément de l'atténuation des risques. C'est un effort qui a pris 4 ou 5 ans en Colombie et au Mali, mais qui a porté des fruits. Ce sont des informations qui sont utilisées non seulement dans les systèmes financiers, mais pour la prise de décision, pour les politiques publiques. Et pour le commentaire de Carlos, oui, il faut qu'on ait un cadre réglementaire qui va faciliter tout ce genre d'éléments de garantie meubles et immeubles, mais il y a une partie qui, dans le secteur, dans l'écosystème, tous les acteurs, nous devons travailler. Et ce point est comment travaillons-nous de façon plus coordonnée. Il inclut les coopératives d'épargne et de crédit. Merci. Un peu, bon, comme question de suivi pour cette mise en œuvre, que ce soit échelonnable, avez-vous étudié le niveau organisationnel de ces coopératives au niveau fédéral, au niveau réseau? En plus de cela, c'est une question que Juan Bujonao demandait ou posait. Mais, et encore pour aller un peu plus loin, n'est-ce pas le cas qu'il vous faut aussi ce niveau d'organisation afin de connecter les outils d'atténuation de risque au niveau des ventes en gros, ou est-ce que vous voyez ça différemment? Bon, c'est un élément fondamental. Desjardins est le mouvement des coopératives des jardins. C'est un réseau de coopératives fédérées intégrées à 100%. C'est un des éléments de la force du mouvement. Et il est clair que les coopératives, c'est dans les zones rurales, dans les zones d'influence, peuvent accomplir différents éléments. Mais nous sommes convaincus, à base de ce modèle et d'une expérience, qu'une fédération, une union forte de coopératives vous permet d'avoir une économie d'échelle, une meilleure approche et des réponses mieux adaptées. Quand nous parlons des éléments numérisés, des transformations numériques dont parlait Daniel, et les coopératives sont un moyen excellent pour atteindre cette partie. Je suis convaincue qu'il faut donc que les coopératives aient les conditions nécessaires pour jouer ce rôle. Et quand nous regardons cela de façon individuelle, c'est un élément très difficile, mais c'est quelque chose qui peut être pris en compte avec une consolidation du mouvement des coopératives qui soit bien plus solide. Prenons en compte que les éléments numériques, les éléments de technologie sont fondamentaux. Mais vous l'avez dit dans votre introduction, cela va être quelque chose qui durera des années, mais les coopératives ont une grande valeur ajoutée pour des institutions comme Mastercard. Elles peuvent être le véhicule pour introduire ces éléments, mais c'est un vecteur fondamental pour l'éducation de l'utilisation de ces technologies. C'est fondamental parce que rappelons-nous que la coopérative a été créée non seulement pour faciliter l'accès au financement, mais elle a un rôle social, économique qui est bien plus important. Alors, cet élément d'éducation qui est fondamental est une valeur ajoutée, je pense, pour tous les éléments d'introduction de la technologie. C'est très clair. J'aimerais utiliser ce point de vue pour faire entrer Daniel à la discussion parce que Gerardo dit que ces coopératives amènent de la valeur à Mastercard. Mais si vous vous promenez dans Rabobank, vous entendez que les données sont le nouvel or. Et c'est peut-être le cas que nous sommes au carrefour, c'est peut-être mon opinion, où il est important de voir si ces coopératives peuvent compter sur cela ou si d'autres prendront les données et courront avec. C'est important, je pense, pour Mastercard aussi. Peut-être que vous pouvez nous donner vos réflexions. Je vais prendre un pas en arrière pour contribuer à ce que les deux intervenants ont dit. La complexité de l'agriculture
a créé le besoin de se concentrer sur la consolidation. Donc, Gerardo a parlé. Et pour moi, l'objectif ici, c'est qu'il y a de multiples acteurs dans la chaîne de valeur, que vous parliez du marché, de l'importation. Vous avez les fabricants, les fournisseurs d'intrants ou les gens qui offrent des services consultatifs aux exploitants agricoles directement par le biais de leur coopérative, que nous soyons en train de parler d'off-takers qui sont au niveau national ou à l'étranger, ou si nous parlons d'institutions financières ou bien celles qui sont menées par des coopératives ou des institutions financières qui veulent faire des prêts dans ce secteur, ou si nous parlons de différents prestataires de services. De notre point de vue, comme Mastercard, ce qui a été le lien qui manquait était le manque d'une infrastructure partagée numérique qui peut être exploitée par ces différents acteurs pour vraiment donner vie aux projets tels que ceux décrits par Gerardo. Que nous puissions donner une vue globale des différentes activités qui sont en train d'avoir lieu dans toute la chaîne de valeur agricole. Donc, avoir cette infrastructure exige que nous ayons des éléments de base. Numéro un, il faut que ce soit une infrastructure interopérable qui intègre la confiance et l'attire des différents acteurs de la chaîne de valeur, que ces structures numériques pourront nous soutenir tous et pas juste une partie, pour qu'on s'éloigne d'une approche en silo à la numérisation à une approche partagée à la numérisation. Ça, c'est un aspect fondamental. Numéro 2, point fondamental, c'est la réalité que l'agriculture est de façon prédominante dans des zones qui sont moins connectées. Alors, la majorité des transactions agricoles ont lieu dans des zones rurales. Il est donc important qu'on puisse livrer une technologie qui puisse fonctionner hors ligne et soutenir les transactions hors ligne. C'est un point fondamental. Troisième point fondamental, il faut ensuite qu'on s'assure qu'on conçoive cet agenda numérique ou cette plateforme numérique de façon qui respecte la vie privée de l'exploitant agricole et des différents individus. Mastercard prend cela très au sérieux. Si nous construisons avec une conception qui respecte la vie privée, que notre plateforme est construite de sorte à ce que les données sont bien gérées et on donne une explication, une éducation. Là, on va éliminer lentement la tension qui existe aujourd'hui de qui est le propriétaire des données. Est-ce mes données? Cela pousse les gens dans leur coin et les décourage quant à partager leurs données parce que nous n'avons pas éduqué les gens, nous n'avons pas construit notre plateforme avec ce principe. Et c'est vraiment le moteur que nous voulons pour ce changement. Et puis finalement, la sécurité et la sûreté. Alors, nous prenons donc cette idée donc pour gérer ces transactions au niveau mondial et avoir donc cette confiance pour les exploitants agricoles individuels dans cet espace, de sorte à ce qu'ils aient cette confiance que les données produites par les différentes transactions sont sûres, sont fiables aussi. Pour être en mesure de vraiment mettre cela en œuvre, je vais donner deux exemples. Du point de vue de Mastercard, la plateforme que nous avons construite s'appelle, en fait, qui capte les tendances dont j'ai parlé. Et un des aspects fondamentaux, et Carlos a donné un exemple, c'est la grande préoccupation pour les institutions financières, c'est la preuve des références, que si nous allons nous éloigner des prêts avec garantie à des prêts sans garantie, il faut qu'on sache que l'exploitant agricole qui dit qu'il est exploitant agricole l'est en réalité et que nous sachions où ils sont. Il est aussi clair que pas tous les exploitants aujourd'hui ont une identité gouvernementale formelle. Il y a de multiples identités, de différents systèmes d'identité de part et d'autre du monde. Beaucoup n'atteignent pas les exploitants. Nous avons octroyé une capacité d'identité numérique. C'est fonctionnel, ça ne remplace pas l'identité gouvernementale, mais offre une façon unique par laquelle un exploitant peut ensuite être en mesure de jouir de services de différents prestataires de services dans la chaîne de valeur. Alors, offrir cette identité fonctionnelle qui est réutilisable sur toute la chaîne de valeur par de multiples acteurs qui veulent desservir l'exploitant agricole est une couche critique de
vraiment éliminer les risques, réduire les risques dans les prêts à ce secteur. Un autre point serait de dire que si ces exploitants sont dans des zones hors ligne rurales, est-ce qu'on peut leur donner une communauté où ils peuvent recevoir une valeur quand ils sont hors ligne et normaliser cette capacité sur différents secteurs. Et c'est encore une fois ce que nous offrons. Troisièmement, on doit dire comment offrir ces services à ces petits exploitants où ils sont. Est-ce que nous pouvons normaliser les dispositifs qu'on utilise pour leur offrir des services de sorte à ce que pas toute organisation qui travaille avec les exploitants doit investir dans l'infrastructure. De nouveau, si nous le faisons bien, nous sommes ensuite en mesure d'offrir des services au niveau de l'exploitant. Pour ce qui concerne le mouvement coopératif, le fait qu'il soit à différents niveaux de maturité, je pense qu'une chose très belle que la technologie et la numérisation fait, c'est professionnaliser la façon que ces coopératifs fonctionnent aujourd'hui, de sorte qu'en tant qu'institution financière, quand une coopérative dit qu'elle a 10 000 exploitants agricoles au Kenya, vous pouvez vérifier que ces exploitants existent. Et c'est ce qui, d'un point de vue de la technologie, donc ce sont ces opportunités que nous offrons. Dans notre partenariat avec Rabobank, nous avons établi une alliance qui s'appelle Échange agricole, c'est-à-dire comment amener le pouvoir du numérique, les choses dont je viens de parler, comment relier cela au pouvoir du crédit d'un point de vue de score qui va au-delà des données, des transactions à d'autres formes de données. La numérisation plus les scores de crédit qui sont rehaussés offrent donc un confort supplémentaire aux institutions financières pour vraiment se pencher sur ce secteur comme secteur qui mérite des prêts. C'est là où nous réussissons pour moi. Comment nous pouvons déployer certaines chaînes de valeur ne sont pas prises en compte. Alors, s'éloigner pas simplement de s'éloigner de cette chaîne de valeur à des chaînes de valeur qui existent avec les exploitants. Ça commence là. Si nous créons cette normalisation dans le secteur agricole, nous allons attirer de multiples acteurs, non pour investir dans l'infrastructure, mais pour exploiter cette infrastructure pour qu'ils puissent spécialiser dans les services qu'ils veulent offrir. Merci, Daniel. Oui, ça rend les choses très concrètes. Vous pouvez sentir la transformation qui se rapproche vers ces institutions coopératives. J'aimerais utiliser cet élan pour vous demander, Gerardo et aussi Carlos, vous plus tard, vous en tant que Rabobank, comme Daniel le dit, nous participons à cela. Nous croyons que la numérisation peut permettre au secteur de se développer et en faire en sorte que les coopératives se développent. Ça veut dire aussi que vous secouez des intérêts déjà existants et ça peut être un risque pour les coopératives. Ça pourrait être un risque de revenir et d'organiser ces chaînes en dehors de la coopérative. Et cela revient au fait que c'est très coûteux. Donc, le monde cherche la numérisation comme opportunité, une nouvelle chaîne de valeur, écosystème, beaucoup pour le bien. Mais nous voyons aussi un risque pour les coopératives. Donc, la question est adressée d'abord à Gerardo et peut-être aussi Daniel. Peut-être qu'on peut voir comment atténuer ces risques. On perçoit cela comme des risques. En premier lieu, la technologie peut être un accélérateur de l'écosystème assorti de certains risques et Daniel les a très bien précisés. En tant qu'élément d'atténuation, la coopérative doit établir clairement sa stratégie de transformation numérique. Pourquoi elle le fait? Et comment cette transformation numérique va ajouter à ses objectifs. Aujourd'hui, c'est très varié. Si l'objectif final en tant que coopérative n'est pas d'évaluer la transformation
numérique, on court le risque d'invertir les ressources économiques et risquer aussi la gestion de l'information. On risque d'ouvrir des brèches et on peut nous attaquer. Donc, un élément fondamental pour une coopérative, c'est de clairement établir comment sont les éléments de transformation numérique qui vont devenir une valeur ajoutée pour servir les objectifs institutionnels et comment coordonner avec les différents éléments de l'écosystème. Quand Daniel parle d'une plateforme, c'est fondamental. Il y a des questions qui se traitent au niveau des associations de producteurs pour faire le suivi de la production, savoir d'où vient ce produit ou tel autre et qui l'a fabriqué ou autre. Ces informations qui peuvent être fondamentales et très utiles comme stimulation pour la prise de décision d'une coopérative. Donc, comment profiter de tout cela de manière intelligente, cohérente, et je répète, qu'on puisse nous assurer que ça aide et permette d'accomplir les objectifs institutionnels qu'on s'est fixés. Carlos, la première réponse au risque, c'est la diversification et les institutions financières font cela. La question de savoir comment on fait ça dans les petites coopératives rurales et la numérisation de la relation est utile parce qu'il est important de faire ça de manière peu coûteuse. C'est donc un élément de gestion des risques en termes d'information pour les clients parce que quand on a la proximité, les adhérents doivent se joindre à ces coopératives. On ne peut pas faire de campagne pour le crédit. Les adhérents ont adhéré parce qu'ils connaissent la coopérative. Donc ça, c'est un avantage en termes d'information que d'autres intermédiaires financiers n'ont pas. Moi, je pense que ça, la partie information de cette relation, de ce genre de relation est très utile. Ça réduit les coûts de gestion des adhérents et des clients. Mais ça permet de relier les unités aux différents réseaux, puis diversifier les risques de base liés à la production de certaines matières premières agricoles, produits agricoles. On ne peut pas avoir une coopérative seulement de planteurs de café. Mais si les prix du café baissent, alors c'est la catastrophe. Donc, comment gérer ça? Donc, il faut les mettre en rapport avec d'opératives qui font autre chose pour diversifier la base au cumul. Et ça, c'est un élément très important. Et mettre les informations à la disposition des personnes concernées, quelque chose de très important. Et la numérisation joue un grand rôle à ce niveau-là. Merci beaucoup, Carlos. Vous nous dirigez vers la différence entre les informations et les données, là, ce qui est très pertinent. Alors, si on regarde les questions posées dans le chat, questions évidentes et importantes, celles qu'on a toujours à l'esprit. Si on conseille les coopératives, ça fait partie du partenariat qu'on a avec la Banque mondiale.
la division. En fait, les institutions financières, les coopératives financières sont trop petites en termes d'investissement pour véritablement gérer les problèmes de technologie de l'information. Donc, comment les petites coopératives financières ou peut-être organisées de manière fédérée ou autre, comment peuvent-elles surmonter le problème d'être très près de leurs adhérents et en même temps trop petites ou trop inefficaces, euh, trop peu rentables pour faire les investissements nécessaires et rester à flot dans le secteur? Gerardo ou Daniel, voulez-vous prendre la question? Oui, pour nous, la réponse est évidente, c'est l'intégration. Faire partie d'un groupe, d'une fédération de coopératives qui va permettre de compenser les coopératives membres d'un réseau pour compenser les faiblesses de toute la fédération. Une petite coopérative peut satisfaire les besoins de sa communauté, mais il y a des limites et il faut pouvoir avoir les moyens d'accompagner l'évolution et la croissance de nos adhérents agriculteurs. Il faut pour ce faire leur offrir toute une gamme de services en fonction de leur maturité. Il faut profiter de cette proximité. C'est ce qu'on fait chez Desjardins. On a plus de 200 coopératives, dont beaucoup dans des zones rurales qui connaissent parfaitement leurs clients, mais comme elles appartiennent à tout le mouvement, elles peuvent offrir toute la gamme de services financiers de l'institution financière concernée, tout simplement parce qu'elles font partie de la fédération. Et donc, c'est comme ça qu'elle fait de l'atténuation de risque à travers la diversification dont parlait Carlos. Peut-être un prêt d'une coopérative de petite taille dans une zone rurale, ça peut être important pour le portefeuille d'actifs, mais quand vous diluez ça dans le total des actifs du groupe, bien entendu, on sait qu'on peut être mieux à même de gérer ces risques-là et de les affronter. Daniel, est-ce que c'est logique ce que dit Gerardo? Si on partage les coûts au sein du plus grand groupe, c'est une autre solution. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que prestataire de services? Oui, correct. Je voudrais vous donner deux exemples. Prenez l'exemple du Kenya. Vous avez une banque comme Comparative Bank, qui est une banque d'adhérents composée de plusieurs coopératives, si vous voulez. La tendance que je vois ici, et je la vois partout dans la région, est le fait qu'on a des banques comme des banques coopératives considérées comme les banques de dernier recours, si vous voulez, par rapport au mouvement de coopératives. Et donc, ces coopératives financières comptent sur les plus grands établissements financiers pour leur fournir des capitaux pour les prêts accordés à leurs membres. Pour aider donc les plus petits établissements financiers et c'est diversifier le type de services qu'elles offrent de plus en plus en raison de l'infrastructure de dernier kilomètre qu'elles ont. Comment on peut les rendre attrayantes pour les plus grands acteurs financiers du marché financier pour qu'elles optimisent leur réseau sur le terrain et fournir des services financiers plus complets. La seule manière de les rendre pertinentes à ce niveau-là, c'est les faire grandir, ces coopératives financières, pas seulement comme intermédiaires, mais comme entités qui sont en fait efficaces et peuvent prendre en charge ces petits exploitants agricoles. Ça devient un canal efficace de prestation de services aux petits exploitants agricoles. Si on cumule les services au niveau coopératif, par cette coopérative financière, alors on va les rendre attractives pour les plus grands acteurs en termes de prestations de services financiers. Elles vont pouvoir ainsi accroître leur capacité, leurs moyens donc de fournir ces services. La diversification de ces produits, d'après moi, c'est une manière de le faire. Autre manière de faire ça, comme disait Gerardo, c'est une consolidation qui doit se produire, à mon avis, à un moment donné. De plus en plus, on va voir une consolidation se produire, même au niveau du secteur. Si vous voyez le secteur des transports qui est proche de l'agriculture, on a des exemples en Afrique. Vous voyez ces consolidations déjà se produire du point de vue des SACO. Elles se réunissent et forment des fédérations pour pouvoir gérer une plus grande base. Je pense que ce sont les tendances qu'on va continuer à voir.
Mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que le repositionnement des coopératives financières en optimisant leur capacité de faire plus et en le faisant à travers la technologie, ça peut être une manière d'augmenter leur proposition de valeur aux acteurs du marché financier. Merci, oui, très clair. Et je vois les acquiescements des autres panélistes. Gérardo, une petite question qui émane du public sur l'assurance et l'échange de données avec les assureurs et en même temps comment protéger les agriculteurs qui risquent de tomber dans les pièges des algorithmes. Ça, c'est une question très riche qui a trait aux données et aux risques, je suppose, du point de vue de l'assurance ou du point de vue du processus de prise de décision d'accord de crédit. Un service potentiel qui pourrait fournir portée et compétences aux coopératives financières. Gerardo, vous avez quelque chose à dire là-dessus en termes de données que vous utilisez pour ces atténuations-là? Oui, en fait, Carlos le disait, comment les coopératives peuvent être une source fondamentale de données, d'informations en raison de leur proximité. Et Daniel disait aussi que c'est une obligation de nous assurer que ces données, ces informations puissent être gérées adéquatement et sûr qu'on va respecter la confidentialité de chacun des acteurs. Mais il y a des éléments qui peuvent être partagés de manière agrégée avec des tiers pour prendre des décisions. Donc, comment faire en sorte que nos produits agricoles, et la question est très intéressante, ne fassent pas partie de ces algorithmes de mise en œuvre. Et ça, c'est l'un des grands avantages du mouvement de coopérative. Et comme Carlos le disait, la proximité, oui, on va aller en direction d'une transformation numérique, l'utilisation progressivement plus importante de ces technologies, cette présence du mouvement coopératif au niveau des communautés où elles interagissent va être un grand avantage par rapport à d'autres établissements financiers, les fintech, ou simplement toute la communication passe à travers de la technologie et il n'y a pas cet élément humain, ce facteur humain au sein de Desjardins, la plupart des transactions de tout type passent à travers des canaux numériques, mais il est clair que les adhérents de Desjardins ont des éléments qui montrent qu'ils veulent conserver cet facteur humain, cette relation humaine. Et c'est ça que notre atout en tant que coopérative, c'est à nous de nous assurer que les technologies, justement la transformation numérique, soient un moyen et non pas une finalité. Et c'est comme ça qu'on peut rester proche d'eux pour les accompagner et faire bon usage de ces outils en en profitant, je répète, le grand avantage que nous donne le modèle de coopérative et l'opportunité qu'on a d'être très proche de nos adhérents. Merci, Gerardo. C'est une réponse très riche à une question très riche. Il est 16h13. J'ai pris tellement de notes que ça va être impossible de trouver un fil directeur court. Je vais conclure avec une question très courte à tous les panélistes et j'aimerais vous demander si vous êtes optimiste concernant l'avenir des coopératives financières et de leur rôle dans les nouvelles réalités numériques. Et c'est fortement lié au sujet dont on a parlé à l'occasion de ce panel. Il y a un million d'autres questions qu'on pourrait examiner. L'un des facteurs intéressants, c'est le facteur confiance. On parle souvent de cela en termes de garantie, de sûreté, mais vous avez parlé, Gerardo, de la connexion humaine, la proximité aux clients. Et Daniel, du point de vue numérique, a voulu montrer l'optimisation de ce genre d'organisation et de leurs membres. Donc, je pensais à un appel à l'action pour nous tous pour faire en sorte qu'on gère ce système très fragile adéquatement, parce qu'on peut voir tous les avantages des coopératives financières au quotidien, mais on voit aussi les difficultés auxquelles elles sont confrontées, parfois les dures réalités au sein desquelles elles opèrent. Et autre perspective que je voulais soulever, c'est la notion de la coopérative financière qui
a une position de pouvoir tout à fait intéressante en termes de développement futur, parce que ce sont elles qui sont le pont avec ces agriculteurs, ce sont elles qui prennent la peine d'investir suffisamment pour être si proches de ces tout petits acteurs économiques, si je puis me permettre de les appeler comme ça. D'autres ne vont pas y aller. Donc c'est un dernier recours, mais elles ont un certain pouvoir en se faisant en termes d'avenir. Et si on regarde les petits exploitants agricoles en tant que vecteurs de production agricole important, cette position de pouvoir est aussi valable au niveau de tout l'écosystème Rabobank. On parle des sociétés de l'agroalimentaire importantes qui veulent véritablement comprendre les problèmes en amont et l'alignement entre le niveau de production et leur propre prime d'incitation grossissent, si vous voulez. Tout le monde veut une chaîne de valeur fonctionnelle et stable, mais c'est difficile de combiner tous ces éléments. Et donc, les coopératives ou les coopératives financières, toutes deux peuvent jouer un rôle important à ce niveau-là. J'aimerais vous remercier tous pour tous les sujets intéressants. Je ne vous rends pas justice avec ces quelques points. Je vais commencer avec vous, puis Daniel, puis Carlos, pour que en quelques phrases, vous puissiez donner votre opinion pour nous dire si vous êtes optimiste sur le rôle de ces coopératives financières, si elles vont réussir à rester à flot ou si elles vont couler à l'ère de tels changements numériques. Moi, je dirais que je suis plus qu'optimiste. Je pense même que ce qu'on a traversé au cours de ces derniers mois avec la pandémie nous a montré plus que jamais la pertinence d'un modèle coopératif. Et ceci doit nous donner beaucoup d'espoir que nous pouvons véritablement jouer ce rôle et ça me laisse penser qu'on peut être optimiste parce que je vois constamment que les coopératives dans beaucoup de régions, et c'est le cas ici au Québec, sont des leaders socio-économiques, peuvent véritablement jouer un rôle très important au niveau de l'activité socio-économique. Ceci doit nous permettre de continuer d'aller de l'avant. Il faut comprendre que ça ne va pas être facile. Il faut prendre des décisions dans certains cas difficiles. Daniel parlait de la concentration. Ce sont des décisions à prendre, des investissements qui doivent être faits. On va tous arriver au finish. Non. Mais quand je vois le secteur du jardin a passé à 1300 coopératives à la moitié avec ce processus de consolidation. Si on n'a pas tant d'entités, mais en tant que secteur coopératif, on est plus fort, on peut répondre de meilleure manière. Alors oui, je suis optimiste, mais le chemin qui reste à parcourir reste difficile. Il va exiger certaines décisions qui vont être parfois difficiles. Mais je pense qu'il faut faire ce pas en avant si on veut vraiment mettre nos adhérents au cœur comme bénéficiaires ultimes et on prend les décisions en fonction de cela. Ça peut véritablement faciliter cette prise de décision nécessaire. Merci, Gerardo. Daniel. Merci. Et je suis d'accord avec Gerardo. Du point de vue de Mastercard, on est très optimiste pour l'avenir. Through the digital agenda, working through the cooperative movement and professionalizing those cooperatives, we've reached close to 185 cooperatives and growing over 100,000 farmers. If you look at Africa, for example, we've reached close to 500,000 farmers, work with close to 200 cooperatives. Really, the train has left the station, and we see that the more these cooperatives are embracing digital, the more we are bringing various actors together, the more value then we bring to the second layer, where you have those CFIs that start seeing, okay, we can actually work more efficiently with this particular membership we have today. We can get more from them. We can connect more actors. So I think the future is great. And my last comment will be, I don't see a situation where we will completely replace
humans with technology. I don't think we'll reach that point. Experience has taught us that we will still need a balance of the two. That we need, for example, digital agents in the ground that have relationship and can be able to build that trust, embedding that with technology to make them more efficient, reach more farmers better, efficiently, and every time. I think that's what we're doing as an enabler. And looking at it from an ecosystem perspective, we will surely then be able to scale this mountain step by step. Thank you. Thank you, Daniel. Carlos, your perspective. Yeah, briefly, I am optimistic, as everyone in the panel appears to be, about the current status and the future of CFIs in general, and in providing more and better financing to agriculture. I think you have mentioned, David, already that the features of CFIs put them in what you call a power position, and that needs to translate into an image of solid as a financial institution that is reinforced by the trust of their members. And then we didn't get to talk about how that then can be translated into access to capital. That was covered in a panel that actually Desjardins organized last week, that at some point becomes a constraint. I think we heard examples of the Peruvian cooperative that's working really well, but then the savings of the members are not sufficient to handle demand for loan, and they managed to get subordinated debt. As these new ways of accessing capital, I think, are going to become more and more important, and Rabo, I'm sure, has a lot of experience on that as well, to break that kind of constraint. At some point, the cooperative is doing great and knows the customers, doesn't have enough money to lend them out. And that becomes then a binding matter. But I think the way the whole sector is moving, even though we cannot define it as just one homogeneous entity, it's the right way. It's getting into technology and digitization and giving the appearance of solidity or soundness more clearly for accessing resources to continue or to improve their role in ag finance. Thank you. That's yeah. Yeah, so thanks all three of you, and also for sharing your optimism. The challenge or the hill we're climbing, and it's a bit of a cliche, but it's really an ecosystem play. All this work that needs to be done really involves lots of stakeholders, lots of perspectives, and it's not just digital, but also the human factor. I think we have a lot of common ground there. Let me thank you all for participating here. I thought it was a very rich discussion, but then again, I'm the moderator, so let the audience decide on whether they enjoyed it. But I'd like to thank all the audience for bearing with us. I hope you've enjoyed, and I hope we've answered some of your questions properly. I think I'm handing over to you, Carlos, to say goodbye on behalf of World Bank, and then thanks all for your attention. Well, happy to do that. It's been a great discussion, and I appreciate your moderating, David, and your own knowledge contributing to the discussion. And Gerardo and Daniel have provided really interesting angles to the discussion on ag finance and how cooperative financial institutions are indeed a factor in solving that discrepancy that David showed earlier in the presentation. So thanks, everyone. I appreciate the participants. Not sure if we were able to get to all the questions, but they are in the record, and we'll encourage you to participate in the closing session tomorrow. Thank you so much, and thank you to our IT support to enable all this interaction
as if we were in the same place. Unfortunately, we're not. But so that's my goodbye from the World Bank side.